L'équipe, juste pour information, sachez que désormais, vous pouvez retrouver tous mes contenus sur YouTube, bien sûr, mais aussi dès le lendemain sur Spotify. Vous savez quoi? Vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais je pense que les Spurs ont peut-être encore une petite chance dans ces finales NBA. Par contre, pour que ça arrive, il va falloir réussir un truc que quasiment personne ne réussit. Parce qu'être mené 2-0 en finale NBA après avoir perdu les 2 premiers matchs à la maison, normalement c'est tout à fait le genre de situation qui te conduit tout droit vers Cancun. Surtout qu'en face, il y a les Knicks, une machine, une équipe qui a pas perdu depuis plus d'1 mois et demi. Et pourtant, il y a quand même un truc qui m'accroche encore dans cette série. Avant de commencer aussi, je vous le rappelle, je viens de lancer un tout nouveau sondage sur Instagram pour le choix de la prochaine grosse vidéo. Je vous ai proposé 6 sujets là-bas, vous avez plus qu'à choisir, donc venez me suivre sur Insta si c'est pas encore fait, histoire de me donner votre vote. Puis pareil, abonnez-vous aussi ici sur cette chaîne, parce que tant que les finales NBA seront pas terminées et que la draft sera pas passée, je ferai de mon mieux pour continuer d'être hyper actif ici. Mais ouais, pour revenir à la vidéo du jour, aujourd'hui on va pas faire semblant. Les Knicks sont favoris, ils ont gagné les 2 premiers matchs et la finale débarque à New York devant un public en feu. Mais côté Spurs, tout n'est pas à jeter. Il y a encore des leviers, Towns, le banc, Mitch Johnson, Wemby, le mental. Et c'est ça que je veux regarder avec vous. Pas pour vous vendre un miracle, juste pour voir s'il reste un vrai moyen de relancer cette finale. Parce que là, la question pour l'instant, c'est même pas encore d'essayer de comprendre comment gagner le titre. La vraie question, déjà, c'est comment survivre à ce match 3. Donc allez, installez-vous bien, on va essayer de comprendre pourquoi et comment les Spurs peuvent encore rester en vie dans cette finale NBA. Bon, avant de parler de tactique, de rotation ou de match-up, je prends une dernière fois 2 minutes pour vous parler d'un truc qu'on est en train de préparer avec Trip Double. Parce qu'en avril, vous avez peut-être vu passer ça sur Insta, j'étais à Los Angeles avec un groupe pour vivre la fin de saison NBA sur place, et franchement, encore une fois, c'était une dinguerie. Et le truc fort avec ces voyages-là, c'est que c'est pas juste dans le délire, je prends mon billet, je vois un match et je rentre à l'hôtel. Pendant une semaine, ensemble, on vit basket du matin au soir. Tu parles NBA dans l'avion, dans le bus, au resto, avant les matchs, après les matchs, bref, tu vis dans une bulle avec des gens aussi dingues de NBA que toi. Et quand tu te retrouves avec un groupe de passionnés qui vibrent pour les mêmes choses que toi, ça change tout. Tu peux regarder la NBA toute l'année chez toi, évidemment, mais quand t'es à Los Angeles avec des gens qui deviennent fous au moment d'aller à la salle, qui débattent du MVP, des playoffs, des transferts et des systèmes toute la journée, je vous jure, l'expérience n'a plus rien à voir. Et justement, c'est ça que j'apprécie particulièrement avec Trip Double, c'est ce côté immersif. Il gère la logistique, l'organisation, les matchs, l'hôtel, le vol, les transports et même des fan expériences complètement folles selon les opportunités. Toi, sur place, t'as juste à te laisser bercer et à profiter. Puis moi, ça me permet aussi de vivre le voyage avec vous. On parle basket, on découvre les salles, les villes, l'ambiance autour des matchs. Je suis déjà parti 5 fois avec eux en tant qu'accompagnateur et à chaque fois, tout le monde est revenu avec des souvenirs plein la tête. Là, ça fait 5 voyages que j'accompagne avec eux, tous ont super bien marché et on s'est dit que justement, c'était le moment de construire quelque chose avec vous. Du coup, en ce moment, on travaille sur un projet de voyage le 6e homme avec Trip Double. L'idée, ce serait de partir entre passionnés NBA, en groupe, pour vivre notre passion directement sur place. Les destinations et les dates dépendront évidemment du calendrier NBA quand il sortira, donc pour l'instant, on peut pas encore annoncer un programme précis. Mais l'objectif, c'est de construire des séjours cohérents, en fonction de vous, de vos désirs, autour des matchs, de l'immersion, de l'ambiance de groupe, et si possible, avec de grosses fan expériences sur place. Franchement, si vous êtes vraiment fada de NBA, vivre au moins ça une seule fois dans sa vie, c'est limite un passage obligatoire. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description et normalement il y aura une petite fiche aussi là-haut par ici. Avec ce lien, vous pourrez vous préinscrire gratuitement, sans engagement. C'est bien important de retenir ça, hein, vous réservez rien. C'est juste pour savoir qui serait potentiellement chaud et savoir quelle destination et quel moment vous chaufferez le plus. Puis pareil, il y a un avantage pour vous parce que toutes les personnes préinscrites seront prévenues en priorité. Le nombre de places sera très limité et il y a déjà une petite centaine de personnes qui est là-bas, donc ne loupez pas le coche. Donc je vous fais confiance, allez cliquer, laissez pas passer ça, parce que j'ai vraiment hâte qu'on puisse partir tous ensemble aux States. Et si justement ensemble, on va du côté du Texas, super transition, déjà, faut accepter un truc, les Spurs sont actuellement au bord du gouffre. Parce qu'un 0-2 en finale NBA c'est déjà très compliqué, mais un 0-2 après avoir perdu les 2 premiers matchs chez toi, c'est encore autre chose. San Antonio a laissé filer les 2 matchs qu'il devait protéger avant de partir à New York, et historiquement, le chiffre est brutal. Aucune équipe n'a jamais remporté le titre NBA après avoir perdu les 2 premiers matchs de finale à la maison. Vous pouvez chercher, ça n'est jamais arrivé. Pourtant, ça veut pas dire non plus que revenir de cette situation est totalement impossible en playoff. Mitch Johnson peut encore espérer.
Dans toute l'histoire de la NBA, 5 équipes ont gagné une série après avoir perdu les 2 premiers matchs chez elles. Les Lakers de West et Wilt, les Rockets d'Hakim, les Mavs de Dirk, les Celtics de 2017 et les Clippers de Kawhi en 2021. Voilà le club, il est très restreint. Et à chaque fois, on a vu soit une superstar en mission, soit un vrai basculement dans la série, parfois même les deux. Par contre, le point commun dans toutes ces histoires, ça a été le match 3. À chaque fois, il a été primordial. Ouais, le vrai danger maintenant pour les Spurs, c'est d'être mené 3-0. À 2-1, t'es encore en vie, tu remets un peu de doute. À 3-0, soyons clairs, c'est désespéré. Aucune équipe NBA dans toute l'histoire des playoffs n'a déjà gagné une série après avoir perdu les 3 premiers matchs. Donc pour San Antonio, le Game 3, c'est pas juste important, ce match, il est vital. Pour moi, c'est même limite un Game 7, la seule différence, c'est qu'il n'en a pas le nom. Et ce qui rend la situation encore plus frustrante, mais qui me donne un petit peu de l'espoir aussi, c'est que jusque-là, les Spurs ne se sont pas fait rouler dessus. C'est ça qui est cruel, ils peuvent regarder les 2 premiers matchs et se dire que déjà, ils ont laissé passer une énorme opportunité. Et tout ça, ça se passe autour de la gestion des fins de match. C'est là que jusque-là, la différence entre les deux teams saute aux yeux. New York n'a pas écrasé San Antonio pendant 96 minutes, pas du tout, la différence elle est plus brutale que ça. Les Knicks ont mieux joué les moments moches, les moments tendus, les possessions où tu sens que tout le monde a les mains un peu moites, et là-dessus, les New-Yorkais ont été plus efficaces. Si vous voulez une illustration de ça, déjà, le Game 1 c'est l'exemple parfait. San Antonio joue bien, les Spurs ne sont pas largués, mais le match se termine par un 11-0 des Knicks, et là c'est pas juste un petit run sympa, c'est un assassinat, des stops défensifs, des bonnes décisions, Brunson qui prend feu, et le match finit par t'échapper. Le meneur finit à 30 points, dont 13 dans le 4e quart-temps. C'est pas toujours propre, hein, pourtant, le mec assure, et la fin du match 2 pour ses Spurs, elle est encore plus cruelle. San Antonio revient avec un 14-0 dans le dernier quart, et beaucoup d'équipes auraient paniqué à ce moment-là. Mais les Knicks, eux, vacillent, mais ils ne s'écroulent pas. Brunson finit le match à 7 sur 25 au tir, donc clairement, c'est pas sa soirée, mais il met le jumper pour égaliser dans la dernière minute. Trop fort, trop de sang-froid. Puis il faut aussi qu'on parle des 30 dernières secondes qui finalement résument parfaitement cette série. Brunson rate, Wembanyama prend le rebond, il reste une douzaine de secondes, le score est à égalité. Là, tu peux souffler, poser un truc, mais pas de temps mort de Mitch Johnson. Victor joue vite, il cherche Castle, la passe n'est pas comprise. Brunson surgit, faute, lancer décisif, c'est dur. Les Spurs ont précipité l'action, ils ont précipité la défaite. Maintenant, je dis pas ça pour démonter totalement Victor, hein. Des erreurs comme ça peut arriver, même aux plus grands joueurs. Puis après le match, il a assumé, et c'est aussi comme ça que tu grandis. Sauf qu'en finale NBA, l'apprentissage coûte très cher. Les Spurs savent créer des runs, mettre New York sous pression, revenir dans un match mal embarqué. Maintenant, ils doivent apprendre à conclure. Les Knicks, eux, savent déjà ce que c'est de souffrir et de résister. Ils peuvent rater des tirs, encaisser un run, perdre un peu le contrôle, mais ils restent calmes, soudés. En gros, New York a déjà vécu ce que San Antonio est en train de découvrir. Ce groupe a déjà des cicatrices, des défaites récentes en play-off, du vécu, alors que San Antonio, pas du tout. Il faut apporter une nuance, l'inexpérience des Spurs, c'est pas une honte. Pour beaucoup de ces joueurs, c'est la première campagne de play-off, et déjà, ils sont en finale NBA, c'est plutôt incroyable. Mais face à une équipe plus glaciale, plus sereine, ça se ressent. San Antonio s'est frappé fort par séquence, mais jusque-là, ça n'a pas suffi. Les Knicks sont juste meilleurs dans les fins de match. Puis aussi un autre facteur à prendre en compte, j'en ai parlé récemment, les batteries des Spurs semblent déjà largement entamées. Avant New York, il y a eu OKC, pas une série sympa en 5 ou 6 matchs, une guerre en 7 manches, un Game 6 pour rester en vie, un Game 7 à l'extérieur face aux champions sortants, l'intensité du Thunder, la pression, le combat, les efforts à répéter, physiquement ça laisse des traces, émotionnellement aussi, ça te vide. C'est justement là que la fatigue peut devenir très vicieuse. On parle souvent des jambes, des contacts, des courses, des minutes, mais la vraie fatigue, parfois, elle est dans la tête. C'est une décision prise trop rapidement, une passe que tu forces, un tir que tu prends parce que tu veux régler le problème tout de suite. Sur les 2 premiers matchs, j'ai senti ça. Les Spurs avaient encore du jus, mais pas toujours le calme qui va avec. Voilà pourquoi ces 72 heures de repos avant le match 3, j'espère qu'elles ont été parfaitement gérées. Les Spurs ont eu du temps pour dormir, voyager, revoir les images, digérer le Game 2 et surtout sortir mentalement de cette finale de conférence gagnée. Battre OKC, c'était énorme, peut-être fondateur pour ce groupe. Mais les Knicks, eux, ça, ils s'en foutent. Ils jouent contre les Spurs maintenant et ils veulent les détruire. À 0-2, l'usure ne peut plus être une excuse maintenant. C'est pour ça que j'espère qu'ils ont récupéré physiquement mais mentalement surtout et ça doit se voir sur le terrain. La première réponse doit se voir dans le rythme. San Antonio ne peut pas laisser les Knicks les enfermer dans des possessions lentes, lourdes, physiques. New York aime trop ça. Les Spurs doivent pousser la balle après les rebonds, attaquer avant que la défense soit installée, courir proprement, pas jouer n'importe comment, mais refuser que le match se joue uniquement sur demi-terrain. Si tu fais ça, tu donnes le bâton pour te faire battre. En gros, je pense que ce Game 3, ça doit être un reset total pour San Antonio. Les Spurs, ces 2 matchs perdus, ils pourront pas les rejouer, et ils pourront pas effacer non plus l'énergie qui a été laissée contre OKC. Par contre, ils peuvent décider que pour eux, cette finale commence vraiment maintenant, avec des jambes plus fraîches, un esprit plus clair, une urgence mieux contrôlée. Et dans ce contexte, s'il y en a un qui doit avoir une grande responsabilité, c'est bien Mitch Johnson. Parce que je veux pas lui tomber dessus gratuitement, le mec manque d'expérience lui aussi, il a amené une équipe ultra jeune en finale NBA, donc évidemment qu'il a fait un boulot énorme. Mais maintenant, on n'est plus dans une belle histoire de progrès.
progression. On est dans une finale à 0-2 avec un match 3 au Garden. Et là, son rôle change. Il ne doit plus seulement accompagner son groupe, il doit le tenir, le cadrer, le protéger dans les moments où tout peut partir en vrille. Plus ton équipe est jeune et plus ton coaching doit être précis, sans erreur. Sur les 2 premiers matchs, j'ai eu l'impression que San Antonio vivait un peu trop avec ses maladresses. En saison régulière, ça peut se comprendre, tu laisses les jeunes apprendre, mais en finale NBA, tu n'as pas 10 occasions pour corriger. Une rotation trop tardive, un temps mort oublié, un temps faible prolongé, et New York te le fait payer cash. La fin du Game 2 pose question d'ailleurs, est-ce que Mitch Johnson a vraiment fait ce qu'il fallait? Quand Wembanyama prend le rebond à égalité avec encore une douzaine de secondes à jouer, il y a débat. Laisser jouer contre une défense pas replacée, ça peut s'entendre, mais avec une équipe aussi jeune dans un moment aussi lourd, un temps mort aurait sûrement permis de calmer tout le monde, de poser un système, de rappeler quelques consignes simples. Là, San Antonio a voulu jouer avec l'instinct, et l'instinct leur a coûté cher. Pour le match 3, j'attends de Mitch Johnson qu'il coach beaucoup plus sereinement, et surtout que cette fois-ci, il laisse les statuts complètement de côté. Dylan Harper est chaud, il joue, je m'en fous, même si c'est un rookie. Keldon Johnson apporte de l'énergie, il reste sur le terrain, même si ça veut dire qu'il faut laisser un titulaire sur le banc. Harrison Barnes joue propre, joue son rôle de vétéran, il met ses shoots, tu l'utilises, tu le laisses sur le parquet. Et si tu vois un titulaire qui force ou qui panique, peu importe le moment du match, tu vas le faire souffler 5 minutes. C'est exactement comme ça que je veux voir Mitch Johnson gérer ses rotations au Game 3. Puis c'est pareil pour les temps morts, les fins de carton, les challenges. Johnson doit sentir quand son équipe s'emballe, couper un run avant l'avalanche, calmer l'attaque quand les Spurs confondent vitesse et précipitation, rappeler les rôles, simplifier les missions, remettre de l'ordre. Dans une salle comme le Garden, une équipe jeune peut perdre 2 possessions, puis perdre la tête. Son rôle, c'est d'éviter ça. Et c'est là je me dis que la présence de Greg Popovich dans l'ombre peut compter. Je dis pas que Pop tire les ficelles en secret, évidemment. Mitch Johnson reste le coach, mais avoir Popovich pas loin, dans un moment pareil, ça peut compter. Pas pour sortir une combinaison secrète comme dans Olive et Tom, plutôt rappeler des trucs simples, calme, discipline, possession propre, détail. Johnson n'a pas besoin de devenir Pop en une nuit. Par contre, pour ce match 3, il doit être irréprochable. Et c'est là, à mes yeux, que l'apport du banc devient capital dans les rotations. San Antonio ne peut pas demander à ses titulaires de tenir 40 minutes à fond, défendre comme des chiens, courir, gérer la pression du Garden, puis rester lucide dans le money time. Les corps sont déjà entamés. Wemby a joué 37 minutes, puis 40, Vassell 36, puis 38. Si les remplaçants ne donnent rien, les cadres vont finir cramés. Sauf qu'à part Dylan Harper, pour l'instant, ce que montre la seconde unit est bien trop léger. Harper, lui, est rentré dans sa finale. 16 points et 8 rebonds au Game 1, puis 15 points, 6 rebonds, 3 passes et un plus 12 au Game 2. Pour un rookie, c'est fort. Il apporte du rythme, de l'agressivité, un peu d'insouciance. Mais derrière lui, c'est le désert. Keldon Johnson, Harrison Barnes, Luke Cornet et Carter Bryant ont cumulé seulement 8 points sur les 2 premiers matchs, à 4 joueurs, en 2 matchs de finale. C'est famélique. Maintenant, je les enterre pas complètement, je sais qu'ils peuvent rebondir, mais pour que ça ait lieu, il faut que Mitch Johnson donne à chacun une mission claire, et que eux, ils l'acceptent. Keldon, par exemple, c'est pas un remplaçant lambda, il vient d'être élu meilleur 6ème homme, donc tu peux pas juste l'oublier, il doit courir, attaquer le cercle, mettre de l'énergie, aller au rebond. Barnes, c'est autre chose, tu ne lui demandes pas de sauver l'attaque sur la durée, mais un vétéran comme lui doit apporter des certitudes, des choses simples, des tirs dans le corner, une défense propre, pas de faute bête, des passes fluides. Cornet, pareil, il doit protéger le cercle quand Victor souffle, poser des écrans, être une cible verticale en attaque, et Carter Bryant, même brut, même rookie, peut amener 5 ou 6 minutes de dureté juste pour secouer le match. Je leur demande pas plus, le banc n'a pas besoin subitement de devenir le meilleur de la ligue. Par contre, depuis le début des playoffs, tous ont déjà montré qu'ils étaient capables d'assumer les missions que je leur demande de remplir. Si Harper est le seul remplaçant fiable, il devient presque un titulaire déguisé avec une pression énorme pour un rookie. Pendant ce temps, les vrais titulaires continuent à porter toute la fatigue, toute l'intensité, toute la responsabilité. Le match 3 peut se jouer là-dessus aussi. Je dis pas que Keldon, Barnes, Cornet ou Bryant vont gagner la série, mais un bon passage de 3 minutes de leur part peut suffire à soulager tout le reste du roster. Ça, c'est le premier truc à régler, mais ça ne suffira pas. Il faudra aussi, et c'est primordial, trouver de meilleures solutions face à Karl Anthony Towns. Sur le papier, Victor est le meilleur défenseur du monde, on est d'accord, sauf que Kat, c'est le profil qui peut le sortir de sa zone de confort. Il s'écarte, il bouge, il attaque face au panier, il tire à 3 points, pose la balle au sol, joue physique, et en plus, il voit bien le jeu. C'est peut-être le pire match-up possible pour Wemby, ce genre de profil. Sur ses finales, Towns tourne à plus de 20 points et plus de tirs bons avec plus de 55% au tir et plus de 40% à 3 points, donc il pèse vraiment. Mais le pire, c'est pas seulement qu'il score, c'est qu'il oblige Victor à défendre loin du cercle. Quand Wemby sort à 7 ou 8 mètres, la raquette des Spurs se vide, et New York adore ça, coupe, drive, rebond offensif, espace derrière lui. Et même quand Victor finit par réussir à le contrer, le souci reste le même dans ce match-up. On le voit sur certaines actions, Kat commence son premier pas, Victor prend du retard, puis il revient avec ses bras interminables et son timing absurde. C'est magnifique quand ça finit en contre, mais ce n'est pas durable. Tu peux pas demander à Wemby de défendre comme ça, puis de porter l'attaque derrière pendant 48 minutes. À force, ça coûte trop cher en termes d'énergie.
Donc non, la solution c'est pas juste de dire Wemby, occupe-toi de 4 et débrouille-toi, ce sera pas viable. Je pense qu'il faut lui montrer autre chose à ce gros chat, pas pendant 35 minutes, mais par petites séquences. Carter Bryant, malgré son manque de taille, peut mettre du contact et le gêner avec son physique et sa fougue de rookie. Olynyk pourrait donner quelques minutes un peu plus sales aussi, il sait faire. Tu peux associer Cornet et Wemby pareil, pour apporter de la taille, bouleverser les lignes de passe, changer le décor. Le but c'est pas de trouver qui peut stopper 4 individuellement, le but c'est de l'empêcher d'être constamment dans son fauteuil. Par contre, il faudra pas paniquer non plus et faire n'importe quoi. Doubler Towns tout le match, pour moi, c'est trop dangereux. Kat n'est pas juste un grand shooter, c'est aussi un très bon passeur pour un intérieur. Si tu lui envoies 2 joueurs bêtement, il trouve un cutter, un shooter ou relance vers Brunson. Donc l'idée, c'est pas de l'éteindre, c'est de ne jamais lui offrir le même confort, changer le défenseur, aider au dernier moment, le forcer à jouer plus vite. Et franchement, c'est triste à dire, mais c'est là qu'un profil comme Jeremy Sohan aurait pu faire du bien sur le banc des Spurs. Je sais qu'il a ses limites offensives, mais dans cette série, un grand défenseur physique, énergique, capable de prendre une mission sale sur Towns, ça manque à San Antonio. Aujourd'hui, ce profil n'est plus là. Pire encore, il joue de l'autre côté. Donc les Spurs doivent bricoler intelligemment. Protéger Wemby sur 4, ce n'est pas avouer une faiblesse, c'est éviter de cramer ton meilleur joueur. Puis bien sûr, Towns, c'est pas le seul problème, ce serait bien trop facile, il est bien entouré, et au-dessus de tout ce groupe, forcément, il y a Jalen Brunson. Et le plus frustrant pour San Antonio, c'est que sur ces chiffres bruts, les Spurs peuvent se dire qu'ils font une partie du boulot sur lui. Sur les 2 premiers matchs, Brunson n'est qu'à 19 sur 56 au tir, à 4 sur 17 à 3 points, avec 8 pertes de balles. Donc non, il ne marche pas tranquillement sur la défense. San Antonio l'a bousculé, l'a pressé, l'a forcé à prendre des tirs compliqués, sauf qu'à l'arrivée, les Knicks mènent quand même 2-0. C'est ça le truc le plus flippant avec lui, c'est que Brunson, il a pas besoin d'être parfait pendant 48 minutes pour te tuer. Lors des 2 premiers matchs, sur la durée, c'est pas un génie, mais à chaque fois, quand le money time arrive, il se transforme en monstre. C'est pas une domination flagrante, des matchs où tu vois que lui, c'est presque pire, c'est une domination par la gestion des grands moments. Parce que le vrai danger pour moi, c'est pas de faire face à un Brunson qui serait injouable tout le match, parce que ça voudrait dire qu'il serait un peu trop seul et que tu gérerais plutôt bien les autres. Le danger, c'est un Brunson moyen pendant 44 minutes, ses coéquipiers qui font le taf derrière, puis un Brunson assassin dans les 4 dernières. Si tu le laisses trop longtemps jouer le 1 contre 1, il t'emmène dans ses zones, cherche le contact, s'arrête à mi-distance et trouve son tir. Mais si tu lui envoies 2 joueurs trop tôt, New York te punit. Towns sur un short roll, Bridges sur un close-out, OG sur une coupe, Hart sur les ballons qui traînent, Shamet dans le corner. Donc le but, c'est pas juste de stopper Brunson, ça c'est quasi impossible. À mon sens, le vrai objectif, c'est de rendre ses actions encore plus coûteuses en énergie, le faire travailler dès la remontée de balle, pourquoi pas le prendre en tout terrain, lui mettre des petits coups, l'obliger à démarrer plus loin du cercle, plus tard dans la possession. Si Brunson commence son dribble à 14 secondes de la fin des 24, tranquille, à l'endroit où il veut être, danger. Si tu lui manges déjà 5 ou 6 secondes, New York doit improviser plus vite derrière, et c'est eux qui peuvent se retrouver en danger. Par contre, je sais, dit comme ça a l'air simple et j'en suis conscient, c'est un équilibre de malade à trouver. Il faut réussir à l'user sans se suicider derrière. Si tu le cibles et qu'il en profite pour distribuer pour les autres qui ensuite vont mettre leur shoot, t'as rien gagné. Lui, par contre, il va mettre des tirs difficiles et faudra vivre avec. Pas le choix. Par contre, ce qu'il faut pas, c'est lui laisser tout le contrôle du money time. Du coup, faut pas qu'il arrive frais. Et au milieu de tout ça, en parlant de fraîcheur, j'ai quand même envie de parler de Wemby, parce que faut pas oublier que c'est quand même lui le leader de ces Spurs. Si San Antonio veut remporter ce match 3, lui aussi devra avoir un rôle essentiel. Déjà, je suis pas d'accord avec ce que je lis parfois, il passe pas à côté de ses finales, plus de 27 points, plus de 10 rebonds et plus de 3 contres sur les 2 premiers matchs, c'est lourd. Le souci, c'est la manière dont il doit produire, il force des actions difficiles, dépense énormément d'énergie, et parfois tu sens qu'il doit arracher le match au lieu de le contrôler. Victor devra être immense, oui, mais pas en mode seul contre tous. Le Game 1 l'a montré clairement, il finit avec 26 points et 12 rebonds, pas mal, mais il est à 6 sur 21 au tir, 2 sur 9 à 3 points, avec 6 pertes de balles. New York l'a poussé vers des tirs compliqués, souvent loin du cercle, et quand Wemby termine trop souvent l'attaque avec un jumper contesté, les Spurs perdent une partie de leur poids offensif naturel. Et au Game 2, le problème est différent, mais il est tout aussi parlant. Victor termine à 29 points, 9 rebonds et 4 contres, mais en première mi-temps, il ne prend que 4 tirs, 4, dans un match que San Antonio devait absolument gagner. C'est insuffisant, il doit toucher le ballon plus tôt, plus clairement, plus près du panier, pas pour prendre 30 shoots, mais pour obliger New York à réagir face à lui, dès le début. Bien sûr, lui, il devra demander les ballons plus agressivement, mais tous ses coéquipiers aussi devront l'aider. Il faut lui donner des possessions plus simples, des rolls vers le cercle, des coupes, des actions où il reçoit la balle déjà en mouvement, des situations où il n'a pas besoin de partir de loin, dribbler face à 3 défenseurs puis espérer un miracle. Autour de lui, ça doit bouger. Si ses coéquipiers restent plantés dans les corners, les Knicks ont déjà gagné. Par contre, si ça coupe et que ça offre des angles de passe, chaque aide sur Wemby peut devenir un danger. Donc oui, Victor doit prendre ses responsabilités, mais il y a une différence entre lui donner les clés et constamment l'envoyer au charbon. Il doit arriver en mode patron, c'est clair, et lui aussi a sa part de responsabilité, mais pour que ça fonctionne, il faudra le mettre dans de meilleures dispositions, pas juste lui filer le ballon à 8 secondes de la fin d'une possession cassée et lui demander de tout sauver.
Par contre, si je suis honnête, le niveau de Victor, son intensité sur toute la durée du match, j'y tiens, mais pour moi, c'est même pas la clé principale. Ce que je veux par-dessus tout pour ce match 3, c'est que San Antonio remporte la guerre du hustle, des petites possessions. Parce que les Spurs ont déjà montré qu'ils pouvaient faire des runs, booster la salle, réaliser des séquences très fortes, mais maintenant, il faut être plus propre. Un rebond long, un ballon qui traîne, une perte de balle évitable, un retour défensif en retard, un tir ouvert raté. En finale, ce ne sont plus des détails. Quand tu perds le match 2 d'un petit point, c'est sur ces détails que se joue la rencontre. De toute façon, à ces Knicks, tu peux leur faire aucun cadeau, et encore moins au Madison Square Garden. Le Game 1 est intéressant parce que San Antonio gagne même la bataille du rebond, 54-49 avec 14 rebonds offensifs contre 10, sauf que les Spurs perdent quand même de 10 points parce qu'ils ne convertissent pas assez leur possession bonus et perdent trop de ballons. 13 pertes de balles pour San Antonio, seulement 8 pour New York, et les Knicks marquent 19 points derrière. Dans un match serré, ça pèse. Et lors du match 2, les Spurs ont fait un petit peu plus attention au ballon, mais cette fois-ci, ils ont perdu le combat du rebond. Les Knicks prennent 10 rebonds offensifs contre seulement 5 pour les Spurs. Ces séquences d'attaque interminables pour les New-Yorkais, elles ont clairement tué San Antonio. Tu défends 2 fois, 3 fois, tu crois avoir fait le boulot, et au bout du compte, tu prends un tir assassin. Ça t'use physiquement, mais aussi mentalement. Et à côté de ça, j'aimerais bien que les Spurs accélèrent le jeu aussi, mais qu'ils le fassent proprement, intelligemment. San Antonio doit courir quand c'est possible et mettre la défense sur les talons avant qu'elle soit placée. Mais si l'avantage n'existe pas, il faut aussi savoir poser le jeu. Le pire truc, ce serait d'accélérer pour éviter le demi-terrain des Knicks à tout prix et finir par donner des ballons gratuits sur des pertes de balles. Le bon rythme, c'est pas la précipitation, c'est la bonne intention au bon moment. En gros, les Spurs doivent surtout jouer un basket plus mature, et ce sera peut-être le plus difficile au bout du compte pour eux. Ils sont jeunes, ils sont fougueux, ils peuvent courir, mais l'important sera de réussir à canaliser tout ça. San Antonio peut prendre des risques, de toute façon ils en ont besoin, mais ils ne peuvent aucunement faire des cadeaux gratuits aux New-Yorkais. Et tout ça, je pense, c'est avant tout une question d'état d'esprit. Faut éviter de regarder trop loin. Si les Spurs pensent au 0-2, à l'histoire, au titre, ils vont jouer avec un énorme sac de ciment sur les épaules. Le seul truc qui compte, c'est le Game 3. Pas gagner 4 matchs, juste gagner un match de basket ce soir dans une salle hostile. Un match après l'autre, rien de plus. Quand je dis que ce match 3 doit être abordé comme un match 7, j'exagère même pas. Mathématiquement, une défaite ne termine pas la série, ok, mais on le sait, en NBA, être mené 3-0, c'est déjà synonyme d'élimination. Donc oui, il faut de l'intensité dès l'entre-deux. Faut jouer avec urgence tout en gardant la tête sur les épaules. Tu défends dur, tu cours, tu planches sur tous les ballons au sol, tu prends les tirs ouverts, tu ne balances pas une passe de héros, tu ne prends pas un tir en panique et surtout t'essaies pas de gagner le match sur une seule action précipitée. Parce que ce Game 3 dans un Garden qui va tout faire pour faire paniquer les Spurs, ça peut être un énorme piège. Et si San Antonio ne l'aborde pas avec plus de maturité, ça peut vite se transformer en dérouillé. New York revient à la maison en menant au score avec une ville entière qui sent le titre se rapprocher. Chaque petit run pourrait donner l'impression que la série est terminée. Les Spurs doivent en être conscients et accepter ça avant le match. Le but, c'est pas d'éviter la tempête, des accros, des coups de vent, il y en aura. Le but, c'est d'éviter de se faire prendre dans une tornade sans fin et de ne jamais s'en relever. De toute façon, faire taire le Garden pendant 48 minutes, ce sera mission impossible, on le sait. Mais sur 2 ou 3 possessions bien gérées, quelques stops et une énorme intensité, tu peux au moins réussir à le faire douter pendant quelques minutes. Un quart temps après l'autre encore une fois, et quand arrive le money time, tu fais en sorte de climatiser la salle. Mais bref, plus j'avance dans cette vidéo, plus je me rends compte d'une chose. Demander aux Spurs de battre les Knicks dans cet environnement, dans ce contexte, c'est limite comparer ça à l'ascension du mont Everest. Ce sera hyper difficile d'y arriver, et aujourd'hui, je dois l'avouer, malgré mes pronostics initiaux, je pense que le titre ira aux New-Yorkais. N'empêche que, comme on dit, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Et s'il y a un truc que j'espère fort, c'est que les Spurs vont réussir à se battre jusqu'à la toute fin. Je veux pas une élimination molle, je veux pas voir des têtes baissées au premier run. Si New York doit gagner, il faut que les Knicks aillent le chercher ce match 3. Chaque possession, chaque contact, chaque ballon qui traîne, rien ne doit être facile pour eux. Et je compte sur Victor pour donner le ton. Pas forcément avec 45 points, mais avec une présence qui dit aux autres « Ok les gars, on est encore là ». S'il y a au moins ça, même après une défaite, franchement je serai satisfait. Et puis si tu donnes tout, qui sait, faut y croire, il y a un monde où tu peux encore t'imposer et renverser la série. Même si les chances sont minimes, ce serait une erreur de ne pas y croire et de ne pas les jouer jusqu'au bout. Donc maintenant, je vous pose la question. Vous y croyez, vous, ou pas du tout? Donnez-moi votre pronostic pour le match 3. Vous pensez que les Spurs vont relancer cette finale, ou alors que les Knicks vont s'imposer, facilement même, pourquoi pas, et ensuite quasiment verrouiller le titre? J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours dans les commentaires, alors n'hésitez pas, lâchez-vous, comme d'habitude je lirai tout. Ensuite, si la vidéo vous a plu, vous connaissez, pensez à la booster, s'il vous plaît, ça aide énormément à la pousser dans l'algorithme. Enfin, bien sûr, abonnez-vous à cette chaîne parce que quel que soit le résultat de ce match 3, je vous promets, on la suivra ensemble jusqu'au bout cette finale. Allez la team, merci pour tout, merci pour votre écoute. Moi, je vous donne rendez-vous tout de suite juste en dessous, dans la section commentaires.